Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur. Aujourd'hui, je reçois Christophe Chaudier, freelance DevOps. On va parler d'un statut un petit peu spécifique qui est le statut d'entrepreneur salarié. Si vous avez été salarié pendant une bonne partie de votre vie, croyez-moi, ça va vous intéresser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit moment pub. On vient de lancer une formation qui s'adresse aux freelances, que vous soyez lancé ou vous souhaitiez vous lancer. Cette formation a pour simple objectif que vous cartonniez en freelance. C'est rempli de conseils pratiques et c'est composé de 4 modules. Le premier module, on va parler justement de choix de statut, de comment optimiser vos impôts légalement bien entendu, comment trouver des clients, que ce soit dans la prospection, la négociation, la vente, etc. On parle aussi de relations clients. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des clients qui sont chiants. Oui, ça existe, je vous assure. Et il va falloir apprendre à les gérer, ces clients-là. Et les gérer de manière à ne pas entacher votre relation avec eux. On va parler aussi d'investissement dans votre carrière, de comment est-ce que vous pouvez scaler votre activité pour vraiment casser le plafond de verre et ne plus avoir de limites, ou en tout cas en avoir le moins possible. Et on va aussi parler d'investissement immobilier dans cette formation. Donc vous pouvez retrouver tout le programme, là je viens vraiment de le survoler, sur lilianalvarez.com/formation. Je répète, lilianalvarez.com/formation. Donc vous allez avoir plein de cours vidéo, des fiches récapitulatives, mais en plus de tout ça, vous allez avoir des cours, donc des 10 sessions individuelles de 30 minutes en visioconférence avec moi, où je vais répondre à toutes les questions que vous souhaitez, tout simplement. On est en train de créer une communauté pour rassembler tous les participants de la formation pour faire un réseau d'apporteurs d'affaires. Un réseau d'apporteurs d'affaires, en fait, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, vous allez peut-être capter des missions auxquelles vous n'allez pas pouvoir répondre parce qu'elles ne sont pas dans votre domaine de compétences ou peut-être parce que vous êtes déjà en train de travailler avec un client. Et l'idée, c'est de partager à notre réseau, au réseau auquel vous allez appartenir bientôt, j'espère, cette mission-là et prendre une toute petite commission sur cette mission-là. Évidemment, la formation est garantie satisfait ou remboursée, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur reste à venir, c'est le prix. Parce que nous sommes sur le point de devenir un organisme de formation reconnu par l'État, et donc ça va vous revenir à 0 €. Peut-être, hein, ça dépend en fait de votre organisme qui va financer la formation. Et je vous invite en fait à postuler sur le site donc lilianalvarez.com/formation pour que on s'assure que ce soit le cas et qu'on puisse voir déjà comment est-ce qu'on peut vous aider. Par contre, le nombre de places est limité, donc je vous invite à postuler rapidement pour qu'on vous mette dans la liste d'attente. À bientôt. Bonjour Christophe. Bonjour à toi, Lilian. Alors, on a eu un petit échange sur LinkedIn, notamment sur un post que j'avais publié où je présentais, il me semble, le portage salarial. Et tu as réagi en commentaire et tu m'as dit, Lilian, j'ai un truc bien mieux que le portage salarial et il faut que je t'en parle. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Exactement. Exactement, bien mieux. En tout cas, pour moi, en tout cas, ça présente de meilleurs avantages. Ok, alors est-ce que tu peux tout d'abord te présenter rapidement, présenter ce que tu fais? Je sais que tu as un podcast aussi, donc peut-être toucher quelques mots là-dessus, et ensuite m'expliquer le principe du statut que tu as choisi. Oui, alors moi c'est Christophe, j'ai 43 ans, ça fait 5 ans que je suis freelance et ça fait 20 ans que je bosse puisque j'ai commencé ma carrière avec le bug de l'an 2000. Peut-être tu n'as jamais connu ça, tu as l'air plus jeune que moi. C'est quoi le bug de l'an 2000? Le bug de l'an bulle? 2000. Le Tu veux bug? dire le bug? Alors vas-y, explique-moi ce que c'est. Alors, en fait, à l'époque, il y avait plein de programmes qui étaient codés avec 2 caractères au lieu de 4 sur les dates. Ce qui fait qu'en fait, quand on passait de 1999 à 2000, on avait peur que ce soit l'apocalypse. Il n'y a pas eu d'apocalypse, hein, parce qu'on a bien fait notre travail. Mais en tout cas, les craintes étaient là. Donc c'est ça le bug de l'an 2000, et j'ai commencé avec ça ma carrière. Et du coup, donc moi j'ai créé le collectif de freelance Lidra. Donc Lidra, en fait, on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services. En fait, on est des ops, des administrateurs système pour la plupart. Et on fait aussi de l'accompagnement à la transition DevOps. Et comme tu le disais, j'ai un podcast qui s'appelle Radio DevOps. Il est trouvable de partout et on parle des thématiques DevOps plus globales et un peu moins techniques que d'autres podcasts.
On a aussi une communauté DevOps et puis j'ai aussi une chaîne YouTube où pour l'instant je parle de GitLab. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas à quoi correspond le terme DevOps, qu'est-ce qui se cache derrière? Ouais, alors le DevOps, c'est comment est-ce qu'on fait coopérer les services de développement et les services des opérations. Donc les services des opérations, c'est typiquement les administrateurs système, les DBA, les gens qui s'occupent du réseau, du stockage, etc. C'est vraiment utile dans les grosses boîtes. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres dans ma vie et j'ai vraiment senti ce truc-là. J'ai vraiment senti les guerres entre services parce que les services, ils ont des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a des problèmes de friction entre les services. Les devs, ils veulent livrer rapidement, par exemple, et les ops, ils veulent assurer la stabilité du système d'information. De base, ça ne marche pas. Et donc, le DevOps est venu là. Petit à petit, ça a travaillé. C'est des bonnes pratiques, une philosophie. C'est tout un tas de choses qui font qu'en fait, les devs et les ops vont coopérer et travailler ensemble pour le bien de l'entreprise. Ça, c'est ma vision en moi, en tout cas, du DevOps. Et c'est un mouvement pour moi plus qu'un poste. Je sais qu'il y a des discussions assez vives sur est-ce que c'est un poste, un métier, etc. Pour moi, c'est un mouvement et on le suit. C'est pour ça que je dis que je suis administrateur système Ops et pas DevOps. Ok. C'est vrai qu'en tant que développeur iOS, forcément, je touche un petit peu au DevOps parce que, surtout chez Apple, il y a une complexité très forte au niveau du déploiement des applications, que ce soit sur l'App Store ou sur des stores privés ou des stores, on appelle ça plus de tests, comme TestFlight qui existe aujourd'hui, c'est l'outil d'Apple, où on va finalement mettre en place ce déploiement des applications pour pouvoir avoir du feedback notamment dans la stratégie des méthodes agiles. On veut toutes les 2 semaines, ou même parfois tous les jours, hein, lorsqu'on met en place justement tout ce qui est CI et CD, faire des déploiements continus pour pouvoir mettre l'application dans les mains de testeurs et des gens en fait, qui ne sont pas des développeurs et qui vont pouvoir tester les développements de manière quasi quotidienne. C'est des principes et c'est des outils qui sont ultra puissants finalement parce que ça permet d'avoir des circuits très courts et de savoir, en fait, de voir tout de suite si on va dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc ouais, en tant que développeur iOS, je dirais pas que je suis DevOps, mais je suis obligé de toucher et de mettre les mains dans ce genre d'outils parce que ça fait partie de la vie de tous les jours et de notre job de développeur, quelque part. Et tu bosses, toi, avec des administrateurs système ou pas du tout? Honnêtement, sur iOS, pas trop. Ouais, Sur iOS, c'est nous qui le faisons en fait. C'est nous qui nous en occupons de mettre en place toute la pipeline généralement. D'accord, oui, mais parce que vous avez probablement pas d'API à gérer vous-même et ce genre de choses. Ouais, en fait, c'est assez complexe dans le sens où Apple met en place beaucoup de ce qu'on appelle les provisioning profiles, les certificats, etc., parce qu'ils sont assez protecteurs sur qui va utiliser l'application et est-ce que ces gens-là sont bien enregistrés, parce qu'on a un compte Apple développeur où on peut enregistrer un certain nombre d'utilisateurs. Euh, et donc, ouais, c'est assez compliqué, mine de rien. C'est vraiment un tas de nœuds, des fois. On se heurte vraiment à des trucs. Et quand on est développeur iOS et qu'on fait forcément, on va développer l'application, mais après on va la déployer sur les stores, et ben on a connaissance de tout ce process. Et dans ce process-là, finalement, il y a des connaissances qui vont nous être utiles pour mettre en place tout ce qui est CI/CD. C'est Voilà. vrai que c'est un monde que je connais pas. Nous, on est très logiciel libre, culture du libre et ce genre de choses. Ouais, je comprends. Du coup, c'est l'opposé d'Apple. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Non. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que tu me parles du statut que tu as choisi pour exercer ta profession de freelance et que tu m'expliques un petit peu les avantages et les inconvénients du statut que tu as aujourd'hui. J'espère que tu as le temps. Donc, le statut que j'ai choisi aujourd'hui, c'est en fait le statut d'entrepreneur salarié. Comme je t'ai dit, moi, je suis freelance depuis 5 ans. Donc avant, pendant 15 ans, j'étais salarié. Et donc, j'ai pu voir et apprécier la protection du salariat. Et c'est quelque chose que je voulais retrouver, notamment les congés, ne serait-ce que quand tu tombes malade, tu es pris en charge par la sécurité sociale ou ce genre de choses. Et puis surtout aussi, j'avais d'autres entrepreneurs à côté de moi et je voulais pas avoir affaire au RSI. Pourquoi? Bah parce que apparemment c'était un peu à la tête du client, que les gens n'arrivaient pas à... Enfin, en tout cas, les entrepreneurs à côté de moi n'arrivaient pas à savoir combien est-ce qu'ils allaient payer au RSI. Alors qu'en fait, quand tu es salarié, tu sais exactement de combien sont tes cotisations sociales.
Donc ça, j'avais pas spécialement envie. Et puis, je tenais à rester au régime général. Comme j'avais déjà commencé ma carrière avec le régime général, tout allait suivre, la retraite, etc. Ce statut-là d'entrepreneur salarié, il s'exerce au sein de coopératives, qui sont des coopératives particulières, ce sont des coopératives d'entrepreneurs. Et en fait, moi, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Oxalis, et on est près de 200 entrepreneuses et entrepreneurs au sein de cette coopérative. Donc, c'est une boîte qui fait, là, j'ai pas les derniers chiffres, mais plus de 10 millions de chiffres d'affaires au global. Ok. Et dedans, il y a plein de petites activités, dont la mienne, qui sont en fait une sorte de petites entreprises au sein de l'entreprise. Donc, j'ai une question. Quand tu dis 10 millions de chiffre d'affaires, finalement, c'est la somme du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces entrepreneurs qui constituent Oxalis. C'est ça? Exactement, exactement. Tout est D'accord. agrégé, en fait, le bilan comptable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme on est plein d'entrepreneurs, on a une comptabilité assez complexe et une comptabilité analytique. Ça veut dire que chaque activité, donc la mienne en l'occurrence, est séparée de toutes les autres. Donc, il y a une comptabilité analytique où on sait qui a quoi. Et après, à la fin de l'année, au moment du bilan, tout est agrégé, calculé, etc. Et on a une comptabilité globale et un chiffre d'affaires global. Et on a deux chiffres d'affaires au sein d'Oxalis, parce qu'on a le chiffre d'affaires qu'on fait à l'extérieur, avec les clients extérieurs, mais il peut s'avérer qu'on ait des clients à l'intérieur de la coopérative. Donc c'est pour ça que... Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de la coopérative? C'est toi qui vas amener un client à une autre personne qui est au sein de la coopérative et tu vas prendre une commission en mode apporteur d'affaires? Non, ça veut dire que une personne de la coopérative, un autre entrepreneur, est mon client. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange monétaire en dehors de la coopérative, mais par contre, il y a bien un transfert monétaire au sein de la coopérative. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, quand on présente le bilan, on a le bilan chiffre d'affaires hors, comment ça s'appelle? Hors échange interne et avec les échanges internes. Ok, je vois. Et quel est l'avantage quand toi, tu travailles pour une autre personne qui fait partie de la coopérative? Moi, je les vois comme des clients, en fait. Donc, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient. Non, mais je veux L'avantage, c'est qu'on ouais, est payé plus vite, quoi. C'est sûr. d'accord, mais Parce que fiscalement, il n'y a aucun avantage finalement. fiscalement, il n'y a pas d'avantage, non. Ok, ok, d'accord. Donc, toi, tu es au sein de cette coopérative, tu as un statut de salarié, donc Oui, tu bénéficies de la protection du salarié. oui. Tu fais partie du régime général, donc pour la retraite, finalement, tu seras traité comme tu auras une retraite de salarié et pas de dirigeant. Euh, Pourquoi tu as choisi ce statut? Donc, ça, j'ai bien compris parce que tu étais au régime général pendant 15 ans, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, en termes de charges, cotisations sociales, etc., euh, si tu as 10 000 euros qui viennent dans ta poche, enfin, 10 000 euros qui rentrent dans l'entreprise, pardon, dans la coopérative, combien il va te rester dans la poche? Et quels sont, au-delà de ce calcul-là, les avantages que tu vas avoir qu'une personne qui est, par exemple, en micro-entreprise ne bénéficierait pas? Ouais. Alors, bon, après, je te parlerai des autres raisons qui ont fait que j'ai rejoint une coopérative. Ok. Alors, c'est un peu complexe parce que dans la comptabilité, quand tu as un chiffre d'affaires, tu peux répartir ton chiffre d'affaires de plusieurs manières. La première chose, déjà, c'est que tu payes tes charges. Frais bancaires, charges de mission, parce que si tu te déplaces chez les clients, tu as des frais de mission, des frais de transport, etc. Donc, toutes ces charges-là, tu les payes. Et après, chez nous, en dehors des charges de mission et des charges pédagogiques, c'est-à-dire toutes les formations que tu te payes, ou les charges d'amortissement, c'est-à-dire tous les investissements que tu fais, typiquement, moi, j'ai acheté plusieurs ordinateurs, et bah, du coup, toutes ces charges-là, elles sont mises de côté, et on a ce qu'on appelle un excédent au sein d'Oxalis. Sur cet excédent, nous, on va verser une contribution coopérative à la société. Cette contribution, elle va servir à payer tout ce qui est mutualisé au sein des entrepreneurs, comme le service de comptabilité, le service de paye, les accompagnants qui nous accompagnent, les coachs qui nous accompagnent, parce qu'on a aussi des coachs. Tout ce qui est de l'ordre de l'impôt sur les sociétés est compris dans cette contribution coopérative, même si on n'en a pas, parce que
on n'a pas de bénéfices vu qu'on réinvestit tout. En tant que coopérative, on a des avantages fiscaux. La contribution foncière des entreprises est prise en compte par cette contribution coopérative. La seule chose qui nous reste après, c'est ce qui nous permet de nous faire notre salaire ou de payer les charges annexes comme les locations. Typiquement, je loue mon bureau, c'est une charge qui est annexe. Ok. Donc, ce serait mieux avec un schéma, je suis désolé. Mais... Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Dès qu'on parle de comptabilité, etc., ça part un petit peu dans tous les sens, tellement que c'est complexe, il faut toujours leur amener un petit truc. Mais du coup, donc tu vas avoir des charges. Tu parlais d'excédent. Est-ce que ces charges-là, finalement, elles vont être déduites tes impôts? Parce que dans une entreprise classique, lorsque moi je vais acheter mon Mac, par exemple, je vais pouvoir amortir ce Mac, par exemple, sur 3 ans et diminuer du coup ma base imposable grâce à cet achat et donc payer un petit peu moins d'impôts à la fin de l'année. Oui, mais... Est-ce que c'est un petit peu le même principe dans la coopérative? Qu'est-ce qui est différent finalement? Alors là, je n'ai pas encore parlé de salaire. Pour l'instant, il n'y a encore rien qui est sorti de la coopérative. C'est-à-dire que là, tout est au sein de la coopérative. Après, moi, ce qui me reste, je peux décider de me verser un salaire. Et c'est moi qui décide de combien je verse mon salaire. Typiquement, je ne sais pas, il me reste 5 000 euros à la fin du mois. Même si moi, j'ai tendance à réfléchir en année. Okay. S'il me reste 5 000 euros, je peux décider de me verser un salaire et de le lisser. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je lisse un salaire sur toute l'année pour avoir le même salaire tout le temps. Et donc, ce que tu ne dépenses pas en salaire va rester au sein de la coopérative et va rester dans ton activité. Et tu pourras le réinvestir l'année suivante. Donc, ce qui sort vis-à-vis des impôts, c'est ton salaire et c'est tout. Tout ce qui est avant, ça n'intéresse pas les impôts parce que c'est au sein d'une société. D'accord. Donc finalement, c'est la société qui va faire l'achat de ton matériel et pas toi directement parce que forcément, c'est moins intéressant parce que tu vas devoir payer des charges sociales, des impôts sur le salaire que tu vas te verser. Donc c'est plus intéressant que ce soit la coopérative qui fasse cet achat. Oui. Alors, juridiquement, c'est elle qui achète tout. Ok. Techniquement, c'est moi qui fais l'avance et je fais des notes de frais après, parce que c'est moi qui gère ma trésorerie perso, mais voilà. Mais en fait, juridiquement, tout appartient à la société. Et donc, en effet, moi, je sors que le salaire, ce qui fait que j'ai pas de cotisation sociale à payer pour quand je vais m'acheter un ordinateur. C'est pour ça que je présente le truc si on achète un ordinateur avec son salaire, c'est vraiment moins intéressant que si on l'achète au sein d'une société. Parce qu'on récupère la TVA, évidemment, et puis on n'a pas de cotisation sociale sur le prix du hors-taxe. Alors, oui, donc là tu compares l'achat en société versus l'achat en tant que particulier. Ouais, exactement. Ok, très bien. Donc, imaginons, je réfléchis tous les cas possibles et inimaginables, hein, donc je vais te poser des questions très très bizarres, ne t'inquiète pas. Mais du coup, si demain toi tu fais faillite, est-ce que l'ordinateur que tu as acheté, il appartient à Oxalis ou à toi? Alors, il appartient à Oxalis, mais Oxalis va me le revendre. À quel prix? Au prix de l'amortissement comptable. Donc, c'est-à-dire au bout de 3 ans, peut-être 0 €? Exactement. Ok. Donc tu peux récupérer ton matériel finalement gratuitement à partir d'un certain temps. C'est ça qui est intéressant. Okay. Oui, tout à fait. Ok. En fait, et si tu parles de faillite, donc si tu fais faillite, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une coopérative d'entrepreneurs, je suis salarié mais j'ai pas de lien de subordination. Il n'y a personne qui vient me dire à moi, Christophe, tu vas faire ça. Tout ce que je crée m'appartient. C'est-à-dire l'Hydra, la marque que j'ai créée, elle pourrait m'appartenir. On a fait un choix différent avec Thomas, avec qui on a créé la marque. On a décidé d'en faire un bien commun de la coopérative. Mais par exemple, on aurait pu très bien décider qu'elle nous appartenait et repartir avec. L'autre chose qui est très important, c'est que comme on est des salariés et comme on cotise absolument à tout ce que fait un salarié, si on fait faillite, on se licencie et on va toucher les acédiques. Ça, c'est hyper important de vraiment avoir ça en tête parce qu'on est protégé, et c'est du coup, je reviens de pourquoi j'ai choisi ce statut-là,
C'est parce qu'en fait, je suis entrepreneur, mais non précaire. C'est-à-dire que demain, je me casse une jambe ou j'ai un cancer, je ne me le souhaite pas, hein, je dois faire un traitement lourd qui va m'empêcher de travailler pendant, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 ans. Et ben, le fait que je sois salarié au régime général va faire que je ne vais pas être précaire. J'aurai mon salaire qui sera pris en charge par la sécurité sociale, etc. Et si demain je fais faillite, bah, je serai à Pôle emploi et je toucherai les ACDIC. Et je vais cotiser à la retraite. Tout en Ok, étant entrepreneur et complètement indépendant. ok, très bien. Quel est le coût financier de ce choix? Parce que j'imagine que tu payes quand même plus de charges sociales qu'une Ah, personne qui est indépendante en micro-entreprise, par exemple. ouais, on paye plus de cotisations sociales, en effet. Alors, en micro-entreprise, alors à l'époque où j'étais auto-entrepreneur, c'était pas encore les micro-entreprises, on payait 25% de cotisations sociales. Je sais pas Alors, si ça a changé. pour un libéral, on est à 22,2 au total. Ok. Donc, tu payes 22,2% de ton chiffre Alors, d'affaires. attends. Ah, ça a changé? Attends. Il y a une petite notion qui est importante de savoir, c'est-à-dire que tu peux bénéficier de l'ACRE en micro-entreprise. Et typiquement, moi, quand j'ai créé ma micro-entreprise, c'était l'ancienne version de l'ACRE qui a maintenant été réformée. Et l'ancienne version de l'ACRE a duré sur 3 ans. Et chaque année, donc la première année, typiquement, j'ai payé 5,7% de charges sociales au total, pendant un an, ce qui est ridicule. Après, je suis passé à 11,6 ou 7, je ne sais plus. Et là, maintenant, je suis à 16 et quelques. Puis après, je vais passer à 22,2. Mais aujourd'hui, c'est étalonné sur une année. C'est beaucoup moins avantageux qu'avant. Mais voilà, juste pour la petite parenthèse sur les charges sociales qui peuvent être diminuées via l'ACRE, si Mais on en bénéficie. si tu veux, on parle de l'ACRE, hein, parce que quand on rentre dans une coopérative d'activité et d'emploi, qui est le terme légal, il y a une phase pendant laquelle tu n'es pas encore salarié, où tu signes un contrat commercial avec l'entreprise qui s'appelle un CAP, un contrat d'aide au projet d'entreprise. Durant ce CAP, tu gardes ton statut actuel. Si tu es demandeur d'emploi, tu restes demandeur d'emploi. Ce qui veut dire que si tu rejoins une coopérative d'entrepreneurs et que tu es demandeur d'emploi, tu peux garder un CAP pendant 3 ans et donc être demandeur d'emploi tout en touchant l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, donc les ACDIC. Ça peut être hyper intéressant pour toi. Je comprends où tu veux en venir. Finalement, tu vas toucher le chômage pendant peut-être la période auquel tu as droit, peut-être même 2 ans. Tu disais 3 même. Je ne sais pas combien Alors, c'est le le maximum. CAP, il peut durer 3 ans, mais l'ARE, en effet, ça dure 2 ans. Ouais. Les Donc ACDIC durent 2 finalement, ans. pendant 2 ans, tu vas toucher le chômage, mais tu vas développer ton activité avec laquelle tu ne peux pas te verser de salaire, du coup, pour pouvoir Exactement. bénéficier de cette Tu aide. ne te verses pas de salaire. Et du coup, donc, tu accumules, et au moment où tu ne bénéficies plus de l'aide, tu vas pouvoir basculer sur le salaire que tu vas te verser toi-même via la coopérative. Est-ce que je me trompe? Non, tu as tout compris. Ok, d'accord. Donc forcément, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que tu peux bénéficier de cette aide pour laquelle tu as cotisé, qui est le chômage, quoi. Exactement. Et c'est plus intéressant que l'ACRE parce que l'ACRE, en plus, ne représente qu'un certain pourcentage de tes aides ACDIC. C'est-à-dire, je ne Je, comprends pas ce eh que tu ben, veux dire. en fait, quand tu es au chômage et que tu crées une entreprise, tu as le choix entre soit prendre des indemnités, soit prendre l'ACRE qui est un capital. Et le capital n'est jamais équivalent à 100% de tes indemnités. Je crois que Mhm. c'est 60 ou 80%, je ne sais plus exactement. Donc, si tu pousses en fait jusqu'à la fin de tes indemnités Pôle emploi, eh ben, tu auras en fait plus de. En fait, tu seras plus serein. Tu seras d'autant plus serein que si tu prends l'ACRE et que c'est un capital, donc dans le cadre d'une micro-entreprise, ce n'est pas le cas, mais si tu crées une société, tu injectes ça en capital et avec ce capital-là, tu dois te salarier parce que du coup, tu n'as pas de. Et tu dois payer aussi tes frais. Alors que là, en coopérative, tu as les indemnités Pôle emploi. Si tu fais du chiffre d'affaires, tu peux payer tes frais Ok, sans te donc, verser de salaire. donc frais de déplacement, ordinateur, tout ça. Tout ça, ça Tout rentre dans ça, l'enveloppe. tout ça, ça Ok. rentre dans l'enveloppe. Euh, alors la question que je vais te poser quand même, c'est quel est le pourcentage de charges sociales que tu vas payer lorsque tu te verses un salaire? Alors, ça dépend de ton salaire.
Ok, donc plus le salaire est haut, plus tu vas payer en charge sociale, c'est ça? Oui, alors en fait, il faut savoir que en dessous de 1,6 SMIC, tu as ce qu'on appelle les allègements Fillon. Et du coup, tes cotisations sociales, elles sont allégées. Et après, je ne sais plus exactement, mais on a tendance à considérer que c'est 48% ou 80%, je ne sais plus exactement. Et en gros, c'est le double. C'est-à-dire que ton salaire brut, cotisation patronale et cotisation salariale, ça représente le double de ton salaire net. Ok, donc je prends un exemple. Tu veux te verser à la fin du mois 3 000 euros, tu dois sortir 6 000 euros de la société. Ouais, Ok, grosso modo, grosso modo. grosso modo. Mais Euh, il faut faire attention à cette réflexion-là, parce qu'on a tendance à oublier qu'en fait, les cotisations patronales et salariales, c'est du salaire. Certes, il n'est pas dans ta poche tout de suite, mais c'est du salaire quand même, puisque tu vas cotiser à des caisses. ok, alors justement, allons dans ce sujet-là parce que ça m'intéresse. Euh, donc tu disais à peu près 50% de cotisation sociale dont tu dois t'acquitter, sauf quand tu es à 1,6 du SMIC, qui est du coup de combien? Bah, ça dépend, en fait, c'est progressif. Si tu pars du SMIC, moi aujourd'hui, je me paye au SMIC parce que Ok, j'ai pas besoin de plus, puis j'ai un employé, etc. Donc, bon, si tu veux, on pourra parler du fait de ok. pouvoir employer. Mais si je m'augmentais, c'est progressif, en fait. Tu peux nous dire combien tu paies de charges sociales pour le salaire que tu te verses aujourd'hui? Ouais, ça, par contre, je peux te le dire parce que je peux voir ma fiche de paye. Parce que oui, du coup, j'ai une fiche de paye. Et ça, Et c'est un autre avantage aussi, on pourra en parler. euh, du fait, pendant que je cherche, en fait, le fait d'avoir une fiche de paye, quand tu vas voir les banquiers, que tu négocies un prêt, ce que j'ai fait, j'ai renégocié mon prêt immobilier, t'as pas besoin de lui expliquer que tu es entrepreneur, lui présenter des bilans et tout, tu lui présentes 3 fiches de paye et puis c'est tout. Et lui, il considère que tu es salarié. Alors aujourd'hui, donc je suis au SMIC, ce qui fait qu'en fait, je sors de mon activité 1 500 € ok, et je touche 1 082 €. ok, donc un peu plus d'un tiers finalement. Ouais, là c'est un peu plus d'un tiers, en sachant que comme je suis associé de ma coopérative, il y a 3% de mon salaire qui part en achat de parts sociales. Donc en gros, mon net, il est de 1 120 €. D'accord, ok. Oui, tous les mois, en gros, j'achète des parts sociales de ma société. Tu peux nous expliquer le principe, quel est l'intérêt d'acheter des parts sociales de sa société? Oui, alors, en fait, quand tu vas dans une coopérative ou dans n'importe quelle société, tu as les personnes qui possèdent la société et les personnes qui ne possèdent pas la société. Typiquement, quand tu vas dans une société de portage, quand tu es porté, tu es salarié, mais tu ne peux pas posséder la société. La société, elle appartient à d'autres personnes et c'est elles qui prennent les décisions. Aujourd'hui, moi, et en coopérative, c'est le cas, tu possèdes ton outil de travail, tu possèdes ta société, elle t'appartient, parce que tu as des parts sociales. Alors certes, je la partage avec je ne sais plus combien d'associés, mais c'est aussi ça la force, c'est qu'on est plein de gens qui possédent une grosse société. Et l'avantage, c'est que tu peux influer sur les décisions stratégiques de la société, de manière globale. Alors, est-ce que tu peux, du coup, en quoi ces décisions te touchent? Les décisions stratégiques globales de la société vont te toucher à toi, entrepreneur de la société. Eh ben, je vais te prendre un exemple tout bête. Il y a 1 an et demi, on a revu notre contribution coopérative. Suite au CICE qui disparaissait, il a fallu qu'on revoie notre financement, le financement de la partie mutualisée. Et du coup, comme la contribution coopérative et le mode de calcul est en fait voté par les coopérateurs, moi j'ai voté à enfin j'ai pu dire oui, ça m'intéresse, non, j'ai pas envie. Et en fait, c'est démocratiquement, c'est la majorité enfin c'est même plus que la majorité chez nous, c'est 66%. Je vais même aller plus loin, comme je suis associé, j'ai même pu participer au groupe de travail qui a pensé cette nouvelle contribution. Parce que dans notre société, on a des groupes de travail qui ne sont pas uniquement... donc là, on pourrait rentrer dans le détail de comment marche une coopérative. Mais en gros, tu as un conseil d'administration qui sont des associés élus et tu as des groupes de travail qui sont formés avec des associés et des associés élus.
Donc, il y a Ok. vraiment un niveau de démocratie qui va très très loin. Alors, euh, personnellement, j'aurais tendance à prendre ça du coup avec des pincettes parce que qui dit démocratie dit d'autres personnes peuvent prendre des décisions qui sont contraires à tes intérêts quelque part. Oui, mais tu acceptes le jeu en rejoignant une coopérative aussi. Ok, donc c'est un des risques, une des faiblesses, tu dirais, qu'il y ait une décision stratégique qui soit prise, qui soit pas forcément alignée avec tes intérêts personnels. Oui, bah bien sûr. Ok, C'est tout le jeu du est-ce que je vais dans une grosse boîte ou pas? Parce que typiquement, Oxalis, c'est une PME, c'est une grosse PME. Ça nous donne des avantages que je pourrais encore citer parce qu'il y a Mhm. plein d'autres avantages, mais il y a des inconvénients en effet. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des inconvénients du coup? Oui, bah, c'est le coût, comme tu Alors, l'auras c'est compris. quoi le coût? Alors, Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, même si c'est très grossier? alors bah, déjà, il y a le coût du salariat parce que si tu décides d'être salarié, tu cotises et donc ces cotisations, elles ont un certain coût. Donc c'est pas quelqu'un qui va faire 10 000, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par an qui va pouvoir se le payer. Après, toi comme moi, on bosse dans le numérique, donc ça va, nos chiffres d'affaires, ils sont un peu plus gros que ça. C'est des coûts qu'on peut supporter. Le coût de la contribution coopérative, grosso modo, je te la fais courte parce que le calcul est compliqué, mais Mhm. euh, on est aux alentours de 10 à 15% de, Ah, d'accord. de En l'excédent, plus, de l'excédent dont je parlais tout à l'heure. c'est-à-dire l'excédent. Tu sais, c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses, chez nous en tout cas, hein. Chaque Oui, oui, oui. coopérative a son mode de calcul. C'est le chiffre d'affaires moins les frais pédagogiques, donc formation, etc., moins les frais de mission, moins les amortissements. Ok, En gros, tout ce qui va développer ton activité, la coopérative a décidé de ne pas prendre de contribution dessus. Ça, c'est un d'accord. choix qu'on a fait il y a 1 an et demi. Et donc, on a 10 à 15% de ces frais-là. Tout à l'heure, tu me demandais c'est quoi l'intérêt aussi d'avoir des clients en interne. Bah, typiquement, quand tu as des clients internes, tu ne payes pas de contribution coopérative sur le chiffre d'affaires que tu fais rentrer. D'accord. Parce que la contribution coopérative, elle aura été calculée avant par rapport aux gens qui font rentrer du chiffre dans Oxalis. Donc nous, grosso modo, l'an dernier, on était à 5% du montant de notre chiffre d'affaires en contribution. Mais parce que, 5%, tu as dit? oui, de notre chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait des calculs pour savoir. Ok. Nous, l'Hydra, on a fait 190 000 euros de chiffre d'affaires et on a payé 5% de 190 000 euros de chiffre d'affaires parce que la moitié de notre chiffre d'affaires est fait en interne et qu'on avait pas mal de sous-traitance. Ok. Donc, il y a quand même la force de la coopérative, puisque tu dis quand même 50% de ton chiffre d'affaires est fait en interne, c'est-à-dire que tu vas trouver tes clients en interne, la moitié de tes clients en interne. Donc, pour toi, ça, alors tu parlais des intérêts de la prévoyance, enfin du régime général, qui sont vraiment pour ton cas particulier, mais il y a l'aspect business aussi qui t'a permis de développer ton activité quand même, le fait d'être dans cette coopérative. Oui, oui, parce que tu rejoins un réseau aussi. Et Tu oui, rejoins un réseau. Et nous, on est 250 entrepreneurs et entrepreneuses parce qu'il y a ceux qui sont salariés, ceux qui ne le sont pas encore. Et donc, on est 250 en gros. C'est pas une petite coopérative, mais c'est pas une grosse coopérative. Il y a des coopératives comme Copanam à Paris, ils sont 700. Et il y a des coopératives comme Smart, je crois que c'est Smart, ils sont 40 000 au travers de l'Europe. Tu vois, ok. tu peux avoir toutes les échelles. Nous, alors, je te parlais tout à l'heure d'un des autres avantages. Comme on est une PME, euh, on a accès aux appels d'offres. On a accès aux appels d'offres et moi, j'ai accès en direct aux grandes boîtes. Typiquement, j'ai un de mes clients, c'est la Banque publique d'investissement. Et ben, je suis en direct chez eux. Ce qu'un freelance de base, il ne peut pas faire. Ouais, alors justement, approfondissons ce sujet, c'est-à-dire que ta coopérative se fait référencer chez des clients de type grand groupe. Ces grands groupes-là, à cause de leurs process d'achat qui sont complexes, ne peuvent pas travailler en direct avec un freelance comme moi aujourd'hui. Et du coup, l'avantage de faire partie de cette coopérative, c'est que tu peux bénéficier de ce business grâce à la force de ta coopérative, quelque part. Exactement. Donc, Quand il a fallu travailler avec la BPI, euh,
tout de suite, en fait, c'est moi qui ai fait les démarches, hein, je me suis référencé moi-même, mais faisant partie d'une coopérative qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh ben, c'est pas le petit freelance qui fait Et 50, oui. 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Si demain, moi, je me casse une jambe, par contre, c'est ma coopérative qui signe le contrat. C'est Mhm. là la petite différence, en fait, c'est Ok, que explique-moi. c'est l'entreprise qui s'engage quand tu signes un contrat avec un client. Et ça, c'est aussi un autre désavantage, c'est que si jamais j'ai un problème, la coopérative, elle s'engage aussi à trouver quelqu'un pour me remplacer. Et est-ce que ça te met des bâtons dans les roues au moment de faire ta proposition de deal? Jamais. Jamais? Au contraire, parce que euh, ils sont rassurés parce que je fais partie d'une grosse coopérative. On est une coopérative qui a un agrément crédit impôt recherche. Donc, quand je vais voir mes clients, je leur dis, bah voilà, si vous me faites, comme moi je fais du code, je fais le code d'infrastructure, comme toi tu fais Mhm. du code. Mon code d'infrastructure, c'est de la recherche. Donc, ils peuvent bénéficier de crédit impôt recherche pour ça. J'ai plein d'autres avantages, en fait, par rapport à un D'accord. freelance tout seul. Mhm. Je vois. Donc, à aucun moment. Alors là, tu parlais. Quand je disais des avantages, bâton dans les roues, je parlais plus de ta propre coopérative qui prend ce risque quelque part et se dit, OK, est-ce que je vais être capable de trouver quelqu'un d'autre en cas de problème? Est-ce que ta propre coopérative a tendance à freiner sur certains appels d'offres que tu pourrais faire? C'est plus dans ce sens-là ma question. Alors moi, j'ai pas participé à des appels d'offres parce que c'est pas notre business model. Mais nous, clairement, on a quelqu'un en interne qui aide les entrepreneurs et entrepreneuses à répondre à des appels d'offres. Ok. Tout à l'heure, je te parlais de la mutualisation, ça s'en fait partie. On a un poste dédié qui aide les entrepreneuses et entrepreneurs à répondre à des appels d'offres. Et on répond, l'an dernier, je crois que on a répondu à 300 appels d'offres et je crois qu'on en a eu la moitié. Donc Ok. ça fait pas mal. Et donc non, on n'est pas bloqué. Après, c'est vrai que quand il y a des contrats un peu particuliers, notamment quand je signe des contrats avec la BPI, je les signe pas direct. Ils sont étudiés D'accord. par les gens, parce que c'est pas moi qui le signe en fait, c'est notre directeur ou notre directrice, puisque maintenant c'est une directrice, Ok. qui le signe. Et Mais justement, est-ce que la directrice peut bloquer à ce niveau-là et dire non, moi je signe pas ce contrat parce que si tu tombes malade, Christophe, je sais pas si je pourrais te remplacer avec quelqu'un d'autre. ça pourrait arriver, ça nous est encore jamais arrivé. Par contre, ce qui nous est arrivé, c'est de demander des modifications de clauses. Parce qu'elles n'étaient pas assez protectrices pour nous ou pas assez protectrices pour le client aussi, des fois ça arrive. Mais il nous est arrivé de négocier. Mhm. Ok, ok, cool. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'aspect des cotisations sociales. Ouais, c'est un peu Euh, perdu. tu disais que c'était un des coûts quelque part les plus importants à ce statut. Oui, Mais tu disais, attention, c'est un coût aujourd'hui, mais dans le futur, ça va être une sorte de salaire parce que il va y avoir la retraite et quelque part, tu cotises pour la retraite. oui. Euh, Quel est le niveau de retraite? Est-ce que tu as fait des calculs, des projections sur la retraite auquel tu vas avoir droit grâce aux cotisations que tu vas payer aujourd'hui? Alors, j'en suis pas encore là parce que je n'ai que 43 ans et qu'il peut se passer encore plein de choses d'ici à ce que je sois en retraite et que je suis en train de mettre en place un business. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de freelance. Là, je suis en train de passer du statut de freelance au statut d'entrepreneur où je développe des services Mhm. et je diversifie mes revenus. Mon salaire, c'est qu'une partie de mes revenus. Donc, j'ai pas encore calculé ça. Et puis, comme je suis au SMIC, je vais pas gagner grand-chose, mais mon objectif est envie de m'augmenter. Ok. Si je te pose cette question, c'est parce que j'ai eu cette réflexion et j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs et j'ai remarqué en fait que pour un dirigeant, en dehors comment on appelle ça déjà, des cotisations annexes que tu peux avoir à des complémentaires de retraite, la cotisation, j'allais dire normale, je me souviens plus du terme technique, mais grosso modo, tu cotises enfin, en micro-entreprise, par exemple, tu vas cotiser, tu vas payer tes cotisations, et en fonction de tes revenus, tu vas avoir droit à un certain montant de retraite. Euh, Ce montant-là, en fonction de ton statut, il est capé. C'est-à-dire que peu importe le montant de revenus que tu as, tu n'auras pas plus que, je crois qu'en URL, en SASU, on parle de 39 000 40 000 euros par an. C'est déjà pas mal.
Alors, Alors, par contre, tu parlais de la micro-entreprise, mais je voudrais revenir sur la micro-entreprise. Moi, j'ai été auto-entrepreneur il y a 4 ans, 5 ans. Et ce statut-là, pour moi, c'est le pire statut du monde. attends. Ouais. Avant que tu détruises Ah la oui, d'accord. micro-entreprise, j'aimerais finir mon raisonnement. Oui, Parce que mon raisonnement est le suivant. C'est-à-dire que, moi, ma vision des choses, c'est que le niveau de cotisation sociale que je vais payer, par exemple, avec ton statut ou en portage, etc., certes, il m'offre une protection, certes, il va peut-être m'offrir une retraite qui est un peu plus confortable que celle que j'aurais en micro-entrepreneur. Le problème, c'est que le coût que je vais payer pour bénéficier de cette retraite, selon moi, il est beaucoup trop élevé par rapport à ce que je vais gagner à la fin. Est-ce que tu vois où je veux en venir? oui, Tu vois ce raisonnement? Et qui plus est, tu as un délai du paiement quelque part. Ce que tu disais, c'est OK, je paye, je sors 6 000 euros, j'en donne 3 000 euros à l'État, et ces 3 000 euros, ils me seront redonnés d'une certaine manière à 65 ans, ou je ne sais plus quel est l'âge de départ à la retraite. Maintenant, je crois que c'est 43 ans le nombre d'années où on doit cotiser. Bref, ils vont me redonner ce salaire. Mais du coup, si moi aujourd'hui, plutôt que de donner une partie de cet argent à l'État, je l'investis ailleurs, à un taux de 5%, et bien au moment de partir à la retraite, à force d'avoir mis cet argent-là sur des investissements, on pourra discuter des investissements possibles, eh bien je vais avoir une somme qui va être bien plus importante, si je suis intelligent dans mes investissements, bien entendu, que ce que la retraite pourrait m'apporter à 65 ans. Donc moi, c'est ce raisonnement-là que j'ai aujourd'hui, parce que je me suis posé la question de me dire, OK, la retraite, à quoi ça va ressembler? Moi, j'ai envie d'être dans une bonne condition parce que je vois les gens autour de moi qui ont des petites retraites et je vois qu'ils sont pris à la gorge et que c'est des situations vraiment terribles et tristes. Et du coup, je me dis, OK, comment est-ce que je peux me préparer pour me mettre dans une condition idéale au moment de la retraite sans forcément compter sur l'État au vu de la petite retraite auquel j'aurai, même si finalement la situation, même si je cartonnais, on va dire, en tant qu'entrepreneur. Et j'en suis arrivé à la conclusion que en investissant aujourd'hui, par exemple dans l'immobilier, eh ben, j'aurai une situation qui sera beaucoup plus confortable que en payant des cotisations relativement plus élevées au moment de la retraite. Voilà mon raisonnement. c'est un raisonnement qui se défend. Et après, on en vient à la vision de société qu'on veut. Et là, ça dérive vers le politique, on n'est plus vraiment Oui, vers l'économique. justement, ouais, tout Mais, à fait. J'avais peur qu'on dérive trop dans le politique, mais pourtant, c'est hyper important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce statut-là. C'est quoi la société dans laquelle je veux vivre? Est-ce que c'est une société individualiste ou est-ce que c'est une société solidaire? Moi, j'ai choisi le côté solidaire. Néanmoins, je m'éduque énormément financièrement et ça ne m'empêche pas à côté d'avoir des investissements immobiliers, des investissements boursiers et autres. D'accord. Ok. Typiquement, là, je suis dans mon bureau. Mon bureau, c'est une pièce de mon appartement. Donc moi, je suis stéphanois, hein. J'ai un grand appartement, il fait 173 mètres carrés, c'est énorme. Forcément, si tu habites à Saint-Étienne, tu peux vivre que dans un palace au vu du prix des loyers là-bas. Exactement. J'ai fait mes études à Saint-Étienne, donc je connais un petit peu. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et donc, du coup, ce bureau-là, donc l'appartement, il m'appartient, ce bureau, il m'appartient, et donc je le loue à mon activité. Tout à l'heure, je te disais, je diversifie mes revenus, mais ça, c'est une autre manière de sortir des revenus de mon activité. Et là, pour le coup, comme en plus, j'ai fait beaucoup de travaux dans l'appartement, que j'ai un statut loueur meublé non professionnel et que je loue mon bureau en tant que bureau équipé, qui s'assimile au loueur meublé non professionnel pour l'habitat. Ok. Ça veut dire qu'en fait, j'ai le même statut pour l'habitation et le bureau. Et grosso modo, pour l'instant, pendant encore 5 ans, j'ai pas de taxes en fait sur mon loyer. Ce qui fait que Est-ce que tu peux expliquer ça un peu plus en ouais. détail, s'il te plaît? Alors C'est un peu complexe comme c'est montage un peu complexe. Alors quand tu es pour les loueur gens qui ne meublé, connaissent pas. quand tu es loueur meublé non professionnel, tu en fait as une nouvelle activité, tu la déclares aux impôts et en fait tu es entre l'entreprise et le particulier. Ce qui veut dire qu'en fait tu te noies dans l'entreprise de loueur que tu crées. Et tu as des avantages, c'est-à-dire quand tu achètes
typiquement, moi là j'ai acheté un appartement, j'ai fait des travaux, les travaux que tu fais et le prêt que tu as, ce sont des dépenses qui sont amortissables et qui sont découpées en année. Et par rapport au loyer qui rentre, ça fait des charges. Et si tu as plus de charges que de loyer qui rentre, ce qui est mon cas, du coup, tu as soit un déficit, soit un bénéfice qui est égal à zéro, ce qui est le cas. Et malgré le fait que je rentre des loyers, eh ben, je ne paye pas d'impôt sur ces loyers. Quand j'aurai atteint la fin des amortissements, donc là, il faut s'y connaître un petit peu en comptabilité, mais en gros, Oui. dans 5-6 ans, là, les loyers que je vais rentrer seront soumis aux taxes et autres impôts divers. Effectivement. Oui. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, je me sors un salaire, je me sors un revenu de location de mon bureau qui, lui, n'a pas de cotisation sociale, typiquement. Et juste pour terminer la boucle, ce bureau, tu le loues à ta société par l'intermédiaire de ta coopérative. Est-ce que c'est ça? Non, c'est moi, Christophe, propriétaire et loueur meublé non professionnel, qui loue à ma coopérative ce bureau-là. Et le loyer, il est pris de mon activité à moi, Christophe, au sein de la coopérative. Oui. Alors, ce montage, il est assez classique. Il est fait par... tu peux le faire, en fait, dès que tu as une société. Maintenant, alors du coup, c'est le modèle de McDonald's. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, je connais, oui. Tu connais alors, McDonald's, il gagne son argent en étant loueur et pas en vendant des... Exactement. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si les gens ont vu le film Le Fondateur, mais grosso modo, il explique que y a toujours cette question que j'adore poser aux gens, c'est quel est le business de McDonald's? Ben non, c'est pas le hamburger et la frite, c'est l'immobilier. Parce que ce qu'ils font, alors corrige-moi si je me trompe, hein, mais il me semble qu'ils disent aux franchisés le terrain sur lequel ils doivent s'installer, ils possèdent ce terrain et ils louent finalement, alors je ne sais pas si c'est le building mais grosso modo, la personne qui crée un McDonald's verse un loyer à l'entreprise, le conglomérat, hein, je peux dire, McDonald's, qui du coup finalement ne va pas facturer, ne va pas gagner son argent sur les frites et l'hamburger que vont vendre le propriétaire du McDonald's, mais sur les loyers. Ce qui leur permet, surtout parce que je crois que l'immobilier est beaucoup moins taxé généralement que le reste des prestations qu'on peut offrir dans un McDonald's. Donc c'est un montage qui est intéressant pour eux et qui leur permet de grossir assez rapidement à travers le monde et de s'implanter. Et finalement, aujourd'hui, McDonald's, c'est, je crois, c'est la société, la plus grande société immobilière, après, je crois, l'Église catholique, quelque chose comme ça, en termes de comparaison, juste pour donner une idée, c'est absolument dingue, quoi. C'est absolument dingue. Mais du coup, toi, aujourd'hui, comment tu fixes le loyer? Est-ce que tu es libre de fixer le loyer que tu veux? Bah oui, il n'y a rien qui m'empêche de... C'est un loyer de bureau, donc il n'y a rien qui m'empêche de fixer le loyer. Donc tu peux très bien te verser 1 000 € tous les mois en loyer. Ouais, alors après, s'il y a un contrôle, faudra justifier le fait que le loyer d'une pièce de 20 à 25 mètres carrés coûte 1 000 €. Par contre, comme je fais un loyer charges comprises, tout ce qui est achat de matériel, c'est-à-dire bureau, chaises, etc., enfin tout ce qui est mobilier, c'est mon activité de loueur qui l'achète. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je récupère la TVA dessus, puisque c'est soumis à la TVA, le bureau, et j'amortis, donc c'est pareil. Ok. Alors ouais, c'est vachement intéressant. Le statut de loueur meublé non professionnel, on dit que c'est une des dernières niches fiscales en France. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui sont freelance, etc., qui veulent se créer un patrimoine justement pour la retraite, à prendre et à réfléchir et à regarder un petit peu plus de près ce statut-là qui permet de faire la location meublée. De toute façon, quel que soit le statut qu'on a, quand on est freelance ou entrepreneur, il faut absolument diversifier ses revenus et se créer un patrimoine, quel que soit son statut. C'est obligatoire. Même, je dirais, en tant que salarié, et surtout en tant que salarié, je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de
de ce qui va nous rester à la retraite, c'est une question que j'aime bien poser aux gens maintenant. Je ne sais même pas exactement combien j'aurai droit, parce que de toute façon, c'est difficile à calculer. Mais quand on regarde en termes de proportion ce qu'on aura plus tard, on se dit, waouh, j'avais peut-être pas prévu ça. Et on ne comprend pas qu'on fait des hypothèses cachées aussi, qui sont que finalement, notre coût de la vie ne va soit rester le même, c'est-à-dire que si ton salaire il diminue, et que tu vis à la hauteur de ton salaire, ok, si tu vis à la hauteur de ton salaire, tu fais l'hypothèse que quelque part ton salaire il sera toujours le même, voire supérieur. Parce que si ton salaire il baisse, forcément tu vas avoir un décalage entre ton niveau de vie et ton salaire. Et si tu n'as pas conscience qu'à la retraite, ton salaire va baisser et que peut-être ta santé, je le souhaite à personne, mais malheureusement c'est le cas pour beaucoup de personnes âgées, baisse et que du coup ça engendre des frais médicaux, comme je peux le voir avec ma grand-mère, ça peut très vite nous mettre dans une situation précaire par la suite qui peut vraiment être dramatique. Et donc forcément, ce sont des questions d'investissement qu'il faut se poser, je pense, le plus tôt possible, surtout au début quand on gagne plutôt bien sa vie et qu'on a la possibilité justement d'investir. Oui, clairement. Et puis moi, je ne l'ai pas fait assez tôt. Je me suis éduqué financièrement. Alors, quoi qu'il arrive, quel que soit votre statut, achetez des bouquins sur l'éducation financière, c'est hyper important. C'est lequel ton préféré? Moi, là, je suis en train de lire Père riche, Père pauvre. Et c'est bien. Après, ouais, je ne suis pas forcément en accord avec tout ce qui est dit dedans, mais ça, c'est idéologique et politique. Mais il y a plein de choses à apprendre. Et après, je vais lire Le Cadran du cash flow. La suite. Et puis voilà. Mais sinon aussi, j'ai pris des formations aussi d'éducation financière. Donc, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pas forcément pour t'éduquer, mais en termes d'investissement? Alors oui, en termes d'investissement, alors aujourd'hui, j'ai donc plus de 6 mois d'épargne devant moi. Okay. Donc j'en suis au moment où je peux commencer à investir en bourse et autres. Donc j'ai acheté mon appartement. Du coup, il y a une chambre qui est louée à un locataire. Il y a mon bureau qui est loué. C'est un 4 pièces, donc je fais de la colocation. Mon objectif étant, dès que je pourrais réaugmenter à nouveau mon salaire, de faire soit un espace de coworking, soit une colocation, soit les deux. Parce que l'espace de coworking, c'est vachement bien, parce que du coup, moi, je vais attirer d'autres entrepreneurs dans un espace qui soit cossu, mais qui m'appartiennent. Donc ça, c'est l'aspect immobilier. Et l'aspect bourse, donc j'ai ouvert un PEA, un plan d'épargne en action, dans lequel j'investis tous les mois 50 ou 100 euros. Et j'ai aussi un compte titre. Et sur le compte titre, j'achète des foncières cotées. C'est quoi des foncières cotées? Je ne connais pas. Alors, les foncières cotées, peut-être tu as déjà entendu parler des SCPI. Oui, c'est l'immobilier. Voilà, c'est de l'immobilier. Les foncières cotées, c'est de l'immobilier aussi. Sauf qu'en fait, tu n'achètes pas... En gros, les foncières cotées, tu achètes au travers la société les murs. Non, excuse-moi. La SCPI t'achète au travers de la société les murs, alors que la foncière cotée t'achète des parts d'une société qui, elle, possède les murs. Et elle, la foncière cotée, elle est obligée de te reverser 90% de ses bénéfices en tant qu'actionnaire. C'est une obligation légale. Elle a des avantages fiscaux pour faire ça. Et en gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Le gros avantage de la foncière cotée, c'est que tu peux l'acheter au travers d'un broker. Alors que la SCPI, tu dois faire des papiers, etc. C'est pas aussi liquide, en fait. Ok, donc tu préfères comment tu disais le nom déjà? La foncière cotée. Tu préfères la foncière cotée que la SCPI aujourd'hui? Oui, à contrario, le seul désavantage, je ne sais pas si c'en est un, la SCPI, tu peux l'acheter au travers d'un prêt. Tu peux faire un prêt immobilier pour acheter des parts de SCPI. Ah, je ne savais pas ça. D'accord. Et tu ne peux pas le faire avec la foncière cotée parce que tu achètes des actions d'une société. Mais oui, je préfère faire ça parce que ça me permet de me diversifier et puis d'acheter des parts de foncière cotée partout dans le monde, alors que les SCPI, je les connais peut-être pas forcément. Et puis c'est surtout des sociétés beaucoup plus grosses, les foncières cotées. Ok. Tu peux nous parler des taux de rentabilité que tu as? Alors, j'ai commencé à acheter il n'y a pas longtemps, donc je ne peux pas te dire non. Ah, donc tu sais pas, c'est variable finalement. C'est variable, surtout qu'en plus là, il y a eu un gros, avec le Corona, il y a eu une grosse descente. Du coup, j'ai commencé à acheter à ce moment-là.
Bon, j'ai déjà des plus-values, mais bon, comme mon objectif, c'est pas de revendre ces parts de société-là, mais de De les cumuler garder les sur le long dividendes. terme. Ouais, c'est de les garder sur le long terme pour avoir les dividendes. Mhm. Et mon objectif étant les dividendes. Ça, c'est la première chose. Et après, j'ai une assurance vie aussi, dans laquelle je verse tous les mois. Et pour le coup, j'ai pris une assurance vie pilotée, donc j'ai même pas besoin d'aller acheter moi-même les. En fait, je gère mon PEA et mon compte titre, et l'assurance vie, elle est gérée par la société. Et c'est déjà pas mal. Et je vais continuer comme ça pendant un petit moment. Et puis là, mon objectif, c'est, comme je t'ai dit, l'entrepreneuriat, développer des services pour sortir de la relation. Parce que quand tu es entrepreneur, enfin quand tu es freelance, tu vends encore ton temps à tes clients. Moi, je veux sortir de cette relation-là et je veux pouvoir avoir des services qui soient récurrents, forme d'abonnement. Donc, le modèle SaaS plutôt. Exactement, on développe 2 SaaS au sein de l'Hydra. Ok, ça marche. Écoute, il nous reste plus beaucoup de temps concernant notre point. Est-ce que tu peux nous refaire un peu une checklist des avantages Et, du statut que tu as choisi aujourd'hui et les euh, inconvénients? et peut-être des inconvénients aussi, ouais. Et peut-être, j'aimerais aussi, parce qu'il faudrait matcher ça quelque part avec un profil. Quelle est la typologie de personne finalement qui va se retrouver dans la coopérative et pour qui finalement ça sera, les Américains ils disent un no-brainer, c'est-à-dire que la décision soit évidente pour que cette personne rejoigne pardon, la coopérative. Ouais, alors je vais même en profiter, je vais t'ajouter des avantages dont j'ai pas parlé. Alors, l'avantage Vas-y. premier, c'est que tu es non précaire. Donc, tu profites des avantages du salariat. Le deuxième avantage, c'est que tu es dans une société, enfin, tu rejoins une société que tu ne crées pas. Donc, tu ne te fais pas la paperasse, tu ne te fais pas les fiches de paye, tu ne gères pas la comptabilité. Toi, tu t'occupes de ton business. Ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Un autre avantage, c'est que tu rejoins une coopérative, donc une société que tu peux posséder. Ce qui n'est pas le cas des boîtes de portage. Tu ne peux pas les posséder. Mhm. Tu rejoins une société et à l'intérieur de cette société, tu mènes ton business comme bon te semble, comme si c'était une société. Donc, tu peux avoir des employés, tu peux louer, tu peux avoir des amortissements. Toutes ces choses-là, je ne suis pas sûr que tu puisses toutes les faire en portage, par exemple, parce qu'on assimile souvent le portage et la coopérative. Mhm. Mais moi, je me sens vraiment comme un chef d'entreprise, tu vois. Et donc, pour moi, le profil, en fait, alors, les désavantages, c'est le coût que ça induit, parce que Ok. forcément, qui dit modèle de société basé sur la solidarité, tu as un coût plus important. Moi, j'ai fait le pari que j'allais m'y retrouver. Ça ne m'empêche pas, comme on a discuté, d'investir à côté, mais en tout cas, j'ai fait le pari que j'allais Mhm. m'y retrouver. Et puis aussi, comme c'est une grosse société, j'ai pas abordé ça, mais au sein d'Oxalis, on a des fonds de soutien, ce qui fait que si tu as des problèmes pour payer ton salaire ou quoi que ce soit, tu peux quand même faire appel aux fonds de soutien, auxquels on cotise en fait. D'accord. Donc on est en train de recréer au sein de la société des choses qu'on voit disparaître dans la société, dans la société. Tu m'auras compris, pas Oui, je t'ai l'entreprise. compris. Je t'ai compris. Ok. Et du coup, Le profil. euh, le profil, c'est si on veut vraiment créer quelque chose sur le long terme, parce que là, vraiment, il faut se voir comme un futur chef d'entreprise, mais qui n'a pas envie de gérer son entreprise et qui n'a pas envie d'être tout seul au sein d'une TPE, parce qu'on aurait très bien pu faire ça. Ou tu as, si tu veux retrouver en fait, finalement, la protection du salariat. Pour Et que moi, tu veux, ouais, pardon, et que tu veux rester au régime général finalement auquel tu as pu cotiser, dans ton cas par exemple, pendant 15 ans. ouais, bah oui, parce qu'il a des avantages, mine de rien, le régime général. Mhm. Il a pas mal d'avantages, hein. Quand tu es malade, toi, quand tu es malade, j'imagine, tu pioches dans tes réserves. Alors, je ne suis pas malade parce que je suis Oui, jeune et en bonne santé, exactement. mais je fais une petite parenthèse pour le coup. Moi, du coup, je paie, on va dire, ma couverture sociale et elle me revient à, je crois, 80-90 euros par mois, tout compris, avec une bonne mutuelle, une assurance RC Pro et je n'ai pas, mais je devrais avoir aussi une prévoyance. Moi, je crois que je suis à peu près à ce niveau-là aussi en cotisation salariale, Ouais, mais pas en cotisation patronale. ok. Euh, et les autres profils qu'on peut avoir, c'est aussi des gens qui sont pas sûrs
pas chez nous, mais en tout cas dans d'autres coopératives, il y a certaines coopératives qui font couveuse aussi. Donc des gens qui ne sont pas sûrs de leur projet et qui veulent garder leur statut. Parce que comme je t'ai dit, tu es chômeur, tu peux garder ton statut de chômeur pendant que tu montes ton projet. Ça, c'est un plus non négligeable pour moi. Tout à fait. Tout à fait, oui. Ok. Mais il y a en effet quelque chose de l'ordre de la vision de la société et du fait de pas entreprendre tout seul. Parce que j'ai des collègues de travail, et je suis bien content d'avoir des collègues de travail, même si notre petite société, il y a 3 personnes quoi dedans. Au moins, j'ai plein de collègues, j'ai 200 collègues. Et on pourra en discuter encore longtemps. Hein, mais, Ouais. Écoute, on a fait le tour des gros points avantages, inconvénients, tu penses? Je pense, oui. Je pense, oui. Ouais, je pense. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Christophe pour cette présentation. Eh ben, de rien, merci à toi pour l'échange en tout cas. Ok, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent soit entendre parler de ton podcast? Est-ce que tu as un blog? Où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi? Parce que peut-être qu'ils veulent adhérer à Oxalis, peut-être qu'ils veulent en savoir un petit peu plus et avoir un peu plus d'informations sur ce statut. Comment ils font? Alors, ils peuvent déjà me retrouver sur LinkedIn, c'est assez facile. Pour me retrouver en tapant Chaudier Christophe ou Christophe Chaudier, vous tomberez sur mon profil. Sinon, vous pouvez aller sur le site de l'Hydra, donc c'est lydra.fr, et là, il y a tous les liens du podcast, des vidéos et des articles de blog concrets. Génial. Okay. Merci beaucoup, Christophe. Bonne journée. Eh ben, merci à toi. Au revoir. À bientôt. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.